Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, on est revenu avec une deuxième partie de choc sceptique. Dans cette partie, on va parler sur les conséquences physiopathologiques. Les conséquences physiopathologiques, ce sont les résultats qui peuvent être causés par les différentes cascades physiopathologiques ou bien les différentes sécrétions cellulaires du système immunitaire. Pour le plan, on va discuter sur les retentissements cardiovasculaires, l'atteinte pulmonaire, un petit mot sur l'immunité et sur les modifications de la coagulation. Si on parle de la macrocirculation, les conséquences physiopathologiques, ce sont au premier plan l'hypovolémie avec ses deux composantes, l'hypovolémie vraie et l'hypovolémie relative. La vraie est causée par l'hyperperméabilité capillaire qui entraîne la fuite plasmatique du secteur vasculaire au secteur interstitiel et la formation du troisième secteur. Pour ce qui concerne l'hypovolémie relative, est causée par la vasoplégie des vaisseaux sanguins sous l'effet des médiateurs inflammatoires. On évoque aussi la désensibilisation des récepteurs alpha et bêta adrénergiques. C'est les récepteurs des catécholamines. Donc, même un taux sérique normal, c'est-à-dire il n'y a ni problème de production ni problème de métabolisme, leurs effets sont absents. Donc, pas de correction de troubles hémodynamiques. En plus de ça, on a l'hyperproduction de monoxyde d'azote, mentionné NO, qui empêche la stimulation des récepteurs alpha-adrénergiques. Pour ce qui concerne la microcirculation, on note une souffrance cellulaire qui survient et qui est due à la diminution de l'apport énergétique. Ce problème est dû au choc distributif et aussi à un défaut de production de l'ATP. Autrement dit, une insuffisance respiratoire cellulaire aiguë. On va expliquer ça d'une façon plus simple. Le choc distributif est caractérisé par l'altération de la redistribution des débits régionaux et par le défaut d'extraction d'oxygène. Et malheureusement, les mécanismes compensateurs qui visent à maintenir une perfusion satisfaisante des organes, comme la vasoconstriction, l'augmentation d'extraction d'oxygène, sont rendus inopérants par la réaction inflammatoire. Deuxième point, on a un défaut de synthèse d'ATP. On va dire une insuffisance respiratoire cellulaire aiguë ou dysfonction mitochondriale. Et donc, le cycle de Krebs s'interrompt et le pyruvate est transformé en lactate, d'où l'apparition de l'hyperlactatémie et une acidose plasmatique. Pour l'atteinte myocardique, on note altération de la contractilité myocardique et ce qui entraîne une diminution de la fonction d'éjection ventriculaire. Bien sûr, cette anomalie peut être masquée au début par l'augmentation de la fréquence cardiaque. Cette atteinte est causée par les médiateurs inflammatoires comme l'interleukine 1, l'interleukine 2, l'interleukine 6, TNF, comme on a aussi d'autres facteurs comme le facteur cardiodépresseur, l'hypoperfusion coronaire et leur vasodilatation, anomalie de métabolisme myocardique, utilisation des lactates. S'il y a atteinte des coronaires comme en cas d'athérosclérose par exemple, la nécrose peut survenir. Pour l'atteinte pulmonaire, comme conséquence physiopathologique, comme vous voyez le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Cette atteinte est en rapport avec l'action des médiateurs inflammatoires et à l'augmentation de la perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire. Pour
pour ce qui concerne l'atteinte de l'immunité, d'une façon bref, donc les lymphocytes T H ou bien les lymphocytes T helper évoluent du phénotype Th1, producteur de médiateurs pro-inflammatoires, au phénotype Th2, producteur de médiateurs anti-inflammatoires. L'apoptose des cellules lymphocytaires B et les cellules lymphocytaires CD4+, c'est-à-dire qui portent le CD4 sur leur membrane, est activée par les cytokines pro-inflammatoires, les lymphocytes T activés, les lymphocytes B activés et les glucocorticoïdes, et ce qui contribue à l'immunodépression secondaire. Enfin, modification de la coagulation. Tout d'abord, comme on le sait déjà, la surface endothéliale est considérée comme la première cible des agressions provenant de la lumière vasculaire. Au cours de chocs septiques, on a une action sur cette surface de la part de l'agent infectieux, d'une façon directe par sa paroi, par ses toxines, ou indirecte par les médiateurs inflammatoires générés par son entrée dans l'organisme. Et cette action se traduit par une activation de la coagulation, bien sûr par mise en jeu de facteurs tissulaires responsables de la coagulation intravasculaire disséminée, mentionnée CEVD. Et comme la coagulation se survient un peu partout, on va dire dans les vaisseaux sanguins, donc les outils qui l'assurent, comme les plaquettes, les facteurs de coagulation, deviennent en manque parce que leur consommation est élevée, d'où l'apparition des hémorragies en cas des agressions par exemple. En plus de ça, on note une baisse des facteurs anticoagulants naturels. Antithrombine, par exemple, les protéines C, les protéines S. Cette baisse est causée par la consommation excessive ou bien un défaut de synthèse. Il y a même une réduction de l'activité fibrinolytique par réduction de l'activité de l'activateur de plasminogène de type tissulaire, TPA, et la production excessive de son inhibiteur, mentionné PAI1. Pour ce qui concerne l'activateur de plasminogène, il favorise la réaction de la transformation de plasminogène en plasmine et qui a une action fibrinolytique. Et il existe le type tissulaire et le type urinaire. Pour le type tissulaire, on note T-PA et pour le type urinaire, on note U-PA.